Bonjour, chers élèves, et bienvenue à votre cours de magie. Aujourd'hui, Pépé, maître des arts arcanes, vous parlera du dernier recueil en votre possession. Strixhaven, Curriculum of Chaos, bonjour tout le monde. C'est Francis et Pépé pour Coup Critique. Très heureux, encore une fois, de vous avoir, que vous nous regardiez pour qu'on puisse déblatérer sur le dernier livre qui vient de sortir de Wizard of the Coast pour Dungeons & Dragons 5e édition. Strixhaven, A Curriculum of Chaos. Tu es un sorcier, Francis. Hey! Si Salut, tu le man. dis. Si je le dis. Ça va bien, Francis? Ça va super bien. Ça va super bien parce que moi, je suis toujours énervé quand il faut parler d'un nouveau livre de D&D. Fait que je suis vraiment content. D'ailleurs, merci beaucoup à Wizard of the Coast de nous avoir envoyé les copies de Strixhaven pour qu'on puisse les lire, prendre le temps de les lire quand même, puis de mijoter un peu ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de stock là-dedans. Oui. Et bon, on va en parler. Oui. Pépé, Oui. qu'est-ce que t'en as pensé? Tabarnak, ok, tu me lances ça de même, là. T'as un gros bouquin de 225 pages là, environ, là, 225, qui est, dans le fond, illustré par de multiples images de cartes Magic. Ouais. Je les reconnais toutes quasiment, là. Puis à chaque fois que je l'ouvre, il y a comme une petite toune qui parle, ça fait genre... Mais pour de vrai, comment dire? Avant qu'on rentre en détail, là, genre ton... Vraiment, overall. OK, overall, j'ai comme passé par plusieurs émotions quand je l'ai lu. La première, en fait, quand je l'ai reçu, j'étais comme « Oh yes! » Puis là, quand j'ai commencé à lire, j'étais comme « Oh non! » Puis là, vers la fin, j'ai fait « Ah, OK. OK. Ça va. Je suis clairement pas le public cible, mais le public cible va être content. Je pense que les gens qui s'attendent à un collège de magie, donjon dragonesque, 5e édition, avec disons, une mise en place préfaite dans un contexte qui est en provenance de Magic et de Gathering, à la même ère Terra ou les autres, je crois qu'ils vont être contents. Je ne suis pas, comme je le mentionne, je ne suis pas la personne qui est le plus dans on va dire l'angle de ce type de livre-là, mais tout de même, il en ressort des nombreux points positifs que je vais aborder avec toi au courant de la critique qu'on fait présentement. Et je pense que ça ressemble un peu à ça. Et de ton côté, Francis, qu'est-ce que tu en as pensé? Ça s'enligne pas mal dans le même ordre de pensée que toi. Par contre, je pense que je suis peut-être un peu plus le public cible que toi par rapport à ce livre-là. Moi, je ne suis pas familier du tout avec Magic the Gathering, OK? Donc, je sais qu'on en a parlé, puis du fait que le lore de Magic the Gathering ne te disait pas grand-chose non plus, même si c'était un avis de joueur de Magic. Fait que moi, c'est carrément comme si on me présentait un nouvel univers que je connais pas, OK? Puis là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec une grosse franchise que tout le monde connaît, puis c'est le running gag qui va sortir par rapport à ce livre-là. Par contre, ça donne juste... S'il y a autant de... Je me faisais la réflexion, s'il y a autant de running gag là-dessus, c'est que les gens voulaient beaucoup avoir ce genre d'univers-là aussi. Ils attendaient une espèce d'école de magie où des gens peuvent participer dans une espèce de vie-là étudiante dans un univers complètement pété avec plein de secrets puis de mystères puis de NPC vraiment fous puis de... Fait que il y a quelque chose comme ça. Fait que en fait, on va passer à travers le livre comme d'habitude un peu par chapitre. Mais en gros, tu sais, pour dire aux gens, je vais le runner sûrement. Wow, OK. Parce que première chose, c'est que quand le livre a été annoncé à tout le monde, c'était plus ou moins clair c'était quoi. Ça allait être quoi Strixhaven. Beaucoup de monde, la première impression que tout le monde avait, c'était que c'était un camping setting pour l'univers de Strixhaven, A Curriculum of Chaos. OK? Fait que c'était pour parler de Strixhaven. Et finalement, quand j'ai lu le livre, je me suis retrouvé surpris de voir comme il y a une campagne de niveau 1 à 10 quand même dans ce livre-là. Ouais, man. 1 à 10. 1 à 10.
que je m'attendais absolument pas. Oui, puis très bien divisé, puis très bien amené, qui offre beaucoup de façons d'explorer cet univers-là aussi, qui permet de toucher un peu à tout, puis de découvrir cette espèce d'univers fantastique-là. Donc, si par exemple vous faisiez cette campagne-là, j'ai l'impression que vos joueurs seraient satisfaits à la fin d'avoir fait le tour pas mal de Strixhaven. T'sais. Fait que, si on commence par la première section, qui est Welcome to Strixhaven. Dans le fond, c'est l'espèce de prémisse qui parle de qu'est-ce que c'est Strixhaven puis dans quel univers ça se trouve. Donc, si tu permets, je vais y aller là-dessus un peu. C'est que pour ceux qui ne sont pas familiers, Strixhaven, c'est un comment on peut appeler ça dans Magic the Gathering? C'est comme un setting de Magic? On pourrait utiliser ça? Demande pas ça. Ouais, je sais pas. Mais bref, c'est un univers basé sur le jeu Magic the Gathering, OK? Qui est vraiment inspiré par cette espèce d'histoire d'une école de magie qui existe. C'est une université, dans le fond, de magie qui existe sur le continent où Magic the Gathering se passe. Dans la prémisse, on nous propose de soit peut-être faire que Strixhaven ait son propre plan, où les gens sont amenés de plusieurs multi-univers. Hein? On tourne dans la thématique des multi-univers que D&D essaie de pousser, ou on nous propose de dire que il peut être carrément implanté dans n'importe quel setting. C'est juste comme une grosse école de magie entourée d'autres choses. Oui. Oui, en fait, c'est présenté de même. Pour de vrai, c'est présenté de même dans le peu que je connais du lore, c'est que c'est vraiment une espèce d'école d'élite, d'université, du multivers, qui fait en sorte que, genre, pour ceux qui connaissent Magic the Gathering, il y a le concept justement des différentes couleurs. Et bien là, c'est comme important parce que chaque maison dans le livre, en lien avec justement on va dire quand vous arrivez à la même manière qu'on connaît la grande franchise d'Harry Potter, là, chaque maison dans le livre est associée à deux types de couleurs dans Magic qui sont utilisés pour, dans le fond, les combats de cartes, que ce soit Prismari qui est rouge et bleu ou, voyons, c'est quoi les autres? Silver Quill qui est blanc et noir. Il y a comme une thématique qui revient avec ça. Ouais. Fait que dans le fond, pour aller très brièvement dans le lore, dans l'histoire de Strixhaven, c'est que Strixhaven est dans le fond une espèce d'université magique entourée de campus qui représentent... qui sont à l'image des dragons fondateurs. Donc, cette université-là a été fondée par 5 ou 6 dragons qui se sont mis ensemble pour créer cette espèce d'université-là qui est comme le summum de l'éducation arcane, magique, tout ce que dans cette veine-là. Fait que des personnes qui ont des capacités magiques peuvent avoir accès à étudier là puis développer leur talent à travers un cursus qui dure à peu près 4 ans quand on est à Strixhaven. Puis si on peut même s'établir là comme un professeur puis après faire des recherches là. C'est vraiment comme université. C'est vraiment comme université. Donc, et les étudiants sont assignés à des campus différents. Donc, il y a des campus qui sont plus... qui rappellent peut-être plus ce côté druidique, là, comme une espèce de marécage fantastique. Là, ou sinon, il y a comme des terres rouges. Puis tout est comme à l'image des dragons aussi fondateurs. Et en gros, l'histoire de Strixhaven, c'est qu'il y a quelque chose qui menace l'intégrité de l'université. Il y a un mystère que vos personnages, qui sont des nouvelles recrues, des tout nouveaux arrivants à l'école, vraiment à la classique Harry Potter, là, ils arrivent puis ils vont devoir défaire mystère, aller en aventure en aventure et tenter de résoudre cette espèce de problème-là, cette menace qui pèse sur l'université. Je l'ai pas lu, en fait, l'histoire au complet, le scénario, je l'ai pas lu parce que, genre, j'ai d'autres choses à lire. Là. Mais, fait que je sais pas du tout, genre, vers quoi ça s'enligne, sauf que j'imagine, tu sais, je veux dire, tu peux m'affirmer, me confirmer ou le contraire, sans nécessairement spoiler, qu'il doit avoir un lien avec le concept, parce que dans Strixhaven puis dans Magic, il y a le concept de ce qu'on appelle, les Auric, qui est comme une espèce de société secrète de mages qui sont contre Strixhaven. C'est comme des gens qui pratiquent une magie qui est interdite dans Strixhaven. Fait que je présume qu'il doit avoir un lien avec ça, de la même manière que genre Voldemort et tout. Ça ressemble un peu à ça. Mais je veux pas vraiment spoiler. Non, on rentrera pas non plus. Mais bref, il y a certainement une entité, si tu veux, qui veut
a du mal à il veut, dans le fond, détruire comme Strixhaven. Ouais. Cette entité-là veut ça. Fait que ça, c'est comme la prémisse. Puis après, on arrive tout de suite dans le chapitre 1 qui s'appelle Life on Campus. La vie sur le campus. Oui, parce que mécanique intéressante de comment Strixhaven fonctionne, c'est que oui, vous êtes des étudiants, mais vous êtes des étudiants avec des buts, des goals, mais aussi des responsabilités et aussi la possibilité de travailler dans différentes sections ou départements ou trucs de Strixhaven. Par exemple, il y a le Firebolt Café. Il y a vraiment un café étudiant qui est comme l'endroit le plus cool de Strixhaven où vous pouvez être un barista magique et à faire vos heures et travailler là. Puis ça peut ouvrir différents bonus, d'avoir ces espèces d'activités soit des activités parascolaires, si on veut, ou ces espèces d'emplois du temps-là de plus. Et vous avez la responsabilité également de faire vos cours. Donc, il y a comme toute une mécanique pour ce qui est de l'attention aux classes, de faire les travaux, de faire ses recherches. Puis ça amène justement à tout le bagage d'emmagasiner de l'expérience. Puis un peu, étant donné que tout est autour de la magie, ça donne une espèce de crédibilité à l'avancement de personnages qui sont, par exemple, des wizards ou des gens qui veulent se concentrer à leur art arcane. Fait que, tout est lié à ça. Et un point intéressant dans le livre, c'est qu'on nous dit qu'on n'est pas obligé d'être un wizard pour être à Strixhaven. Vous pouvez être n'importe quelle classe de personnage. C'est sûr que s'il y a un lien avec la magie comme d'intéressant, dans le livre, on nous suggère si vous êtes un barbare parce qu'il y a comme un barbare Wild Magic, là. C'est quoi? C'est Magic Surge? C'est le Wild Magic barbare, le Path of the Wild Magic. Ouais, c'est ça. Mais vous pouvez être étudiant et essayer de comprendre ce qui vous arrive. Là, puis il y a ça aussi qui est possible. Vous n'êtes pas obligé d'être un wizard puis de copier des livres, des sorts dans votre grimoire. Là, oui, on ouvre la porte à plein d'affaires. Oui. Surtout que, si tu me permets, pour comme justement sauter peut-être sur l'autre section d'après, c'est que justement le fait que tu es par exemple un barbare, ben le livre dans les options de création de personnages, lorsque tu choisis ton background, tu peux dans le fond prendre les backgrounds de Donjons & Dragons comme on les connaît, sauf que ce qui est quand même cool, parce que justement, mécaniquement parlant et thématiquement parlant, ben, ça a été intégré, c'est que les backgrounds qui sont proposés dans les options de personnages dans le livre, c'est dans le fond ton école à laquelle tu es associé, à laquelle est-ce que tu fais partie du campus de Prismari ou du collège de Coandrix, en tout cas, bref, avec quelle école de magie tu es associé. Et lorsque tu as ton background, ben, ton background te donne un spell. Fait que genre, tu peux ne pas être du tout une classe guerrière. Pas du tout une classe magique, plutôt, comme un guerrier ou un barbare, mais tu vas quand même avoir des spells niveau 1 parce que ton background qui est associé à ton type de collège va t'avoir donné, dans le fond, des pouvoirs associés. Et je dois t'avouer que tout l'aspect création de personnages, c'est intéressant. Hein? Je veux dire, on dirait que je suis tout le temps comme... Jamais je vais comme partir sur une envolée de hype comme j'étais avec le livre sur les dragons. Là. Mais tout de même, c'est cool. Je veux dire, il y a le fait de pouvoir associer un background, je trouve ça le fun qu'il y ait associé des backgrounds directement dans le setting et dans l'histoire. Et au final, c'est juste des noms. Fait qu'il n'y a rien qui vous empêche de vouloir prendre ça, mais de changer le nom de Prismari par Poula Pouette parce que c'est genre votre background à vous. Là, c'est votre setting à vous. Oui, il y a le setting dans le fond de Strixhaven qui est proposé, sauf que rien ne vous empêche de vous limiter à ça. Au final, c'est juste des mots, c'est juste des noms que vous pouvez changer. Mais mécaniquement parlant, ça demeure tout de même tangible, ça demeure tout de même, ça a tout de même des répercussions sur le jeu que vous faisiez partie de tel type de collège ou tel type de collège. Et pour ça, je trouve ça très cool. Le jeu propose une nouvelle type de race que je trouve beaucoup trop forte. Mais pas tant, je trouve, parce que en même temps, ce qui arrive, c'est que, bon, OK, la race qu'on parle, c'est les Howlin, la fameuse... c'est carrément un Aarakocra, mais qui a l'air d'un hibou, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Mais moi, ce que j'ai trouvé dommage dans cette race-là, c'est que je crois que c'est la conséquence de toutes les nouvelles règles dans Tachos puis tout ça, c'est que on nous propose
une nouvelle race ou un nouveau lineage, là, si on veut, là, à faire, mais tout est comme, mais parlez à votre DM, puis vous pouvez mettre tel score là. Ils ont comme pas tant de choses qui les rendent uniques comparé à d'autres créatures qu'on les a, à part le fait qu'ils volent. Ils volent, puis qu'ils ont, dans le fond, son proficiency en stealth, son proficiency en stealth. Ce qu'ils vont faire comme dans le futur, dans vos parties, vous allez avoir une triade de ninjas volants qui vont juste voler et être subtils. Plein de hiboux volants subtils. Ouais. Mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire dans le sens que... ça manque de saveur un peu sur leur histoire, sur qu'est-ce qui... tu sais, ils vont en surface un peu. Là, on aurait... Tant qu'à amener un nouvel oiseau là, comme style de personnage, à la limite, le Kenku, il pouvait pas parler. Puis là, il y avait comme les conséquences de... Au niveau du roleplay, il y avait comme des choses intéressantes aussi là-dedans. Mais dans le All-In, j'ai pas retrouvé ça. J'ai pas retrouvé cette espèce de petite étincelle qui fait comme « Ah ouais, j'ai goût d'en faire un ». Alors que je l'attendais vraiment. Puis j'étais comme « Ah, ça a l'air cool, un hibou. » Il doit y avoir quelque chose de... Puis c'est ça. Non, toute la description est vraiment super courte. Là. Il y a plus de textes qui vont venir justement mettre de l'avant le fait que vous pouvez personnaliser votre espèce comme il est proposé dans Tasha, que de textes vraiment précisés sur le all-in et sur son histoire et sur son bagage. Et je suis d'accord avec toi sur ce côté-là. J'ai l'impression que ça ne fait que diluer plus qu'autre chose, on va dire l'unicité de chacune des espèces. Puis pour certains, c'est un plus, parce qu'il y en a beaucoup justement qui aiment ça pouvoir personnaliser jusqu'à la moelle leur personnage. Pour d'autres, ben, comme je pense toi et moi, à ce moment-là, on dirait qu'il manque quelque chose, dans le sens que j'aurais aimé ça. Je me dis, pourquoi je me partirais en all-in si au final, je peux me partir une autre espèce d'oiseau, puis du fait que je peux prendre Tasha. Je peux mettre ce que je veux dedans. Oui, je peux mettre, ça va revenir quasiment la même chose. Il n'y a pas de... oui, il y a l'histoire, sauf que l'histoire, ben, c'est genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 14 lignes. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose, là, on s'entend. Puis, il y a le fait que des personnages hiboux, il y a beaucoup de gens qui en ont déjà fait en disant que j'ai un racocra, mais c'est un pigeon, ou c'est un hibou, ou c'est... Fait que et correct. C'est plus ça. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un côté de ça qui est très beaucoup pour les connaisseurs parce que c'est une espèce dans Strixhaven, c'est comme une espèce dans Magic. Puis d'après moi, les gens qui connaissent ça vont faire genre puis là, ils vont comme genre... ils vont comme genre faire oh yes, puis là, ils vont pouvoir sortir leur propre lore qu'ils connaissent déjà sur cette espèce-là, que nous, on ne connaît pas nécessairement. Et s'ensuit, bien sûr, parce que là, je veux dire, on ne va pas non plus passer 45 minutes sur un hibou. Là. Mais oui? Tu as parlé des backgrounds. Oui, mais c'est là. Oui, mais les feats, ensuite. Les feats sont intéressants, moi, j'ai trouvé. Étant donné que vous appartenez à un campus, il y a un des feats qui est vraiment intéressant, c'est le feat mascotte qu'on appelle. C'est que chaque campus a son espèce d'animal ou créature vraiment mythique associée. Et un de ces feats-là, ça vous permet de l'invoquer comme un espèce de familiar. C'est comme un autre twist au fameux sort Find Familiar que je trouve intéressant. Ça crée un sentiment d'appartenance avec ce que vous avez décidé de créer comme personnage aussi. Puis les créatures sont vraiment belles. L'originalité de ce que vous pouvez invoquer comme mascotte de campus, il y a des choses vraiment cool. Il y en a qui riment plus avec les élémentaux, d'autres c'est plus les plantes animales, donc c'est... Je vous laisse les découvrir, là. Mais il y a quelque chose de cool dans ce feat-là. Oui, vraiment. Puis, je veux dire, moi-même, j'en ai déjà parlé par le passé, puis vous le saviez peut-être, mais genre, je joue à Magic, puis je joue sur Arena, puis j'ai joué avec Annabelle, puis tout ça. Et pour ma part, on va dire l'édition Strixhaven est selon moi une des plus originales parce que justement, il y a tout le concept des mélanges qui se font entre les couleurs. Et comme le dit Francis, on va dire les créatures qui sont associées sont le fun. C'est vraiment plaisant. C'est pas genre un gobelin ou un chat. C'est genre un corbeau qui est juste rouge à la place d'être noir. Oui, c'est ça. Non, c'est vraiment. Il y a quelque chose d'autre. Il y a une autre saveur qui est associée. Et tout ce qui entoure justement le concept de Strixhaven et des différentes unicités entre les écoles de magie, leurs animaux associés, tout ça. Moi, je trouve ça très, très cool. C'est dans les aspects que j'aime beaucoup du livre en soi. Puis effectivement, comme tu le dis, les feats sont quand même le fun. Puis il y a des spells aussi. Mais il n'y en a pas tant que ça. Non, il y en a genre 4. Il y en a 4-5. Ouais, c'est ça. Et tabarnouche, man.
Vas-y. T'es pas convaincu? Commence. Non, mais c'est parce qu'il y en a un que je trouve tellement fort pour genre le niveau qu'il offre. Là. Mais en même temps, Donjon Dragon, du moins, l'impression que j'ai présentement avec ou sans ligne, Wizard of the Coast, c'est plus une question de. Surtout avec Tasha et tout ça, c'est plus une question de balance. Là. La balance est. C'est une question d'ouverture puis de créativité. C'est question d'ouverture puis de créativité. Fait que je veux dire, au final, OK. Je veux dire, je comprends si c'est l'image qu'ils ont et qu'au final, les gens décident d'eux-mêmes, on va dire, les limites qu'ils vont s'imposer. Ben dans ce cas-là, ça me va parfaitement, mais de prime abord, il y a un spell là-dedans qui est proposé que je suis comme genre. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Francis, les spells? Pour vrai, je me suis pas tant attardé au sort parce que j'ai l'impression que c'est le genre de choses que c'est quand tu magasines tes sorts que tu vas vraiment les lire. Là, tu vas, oui, surtout qu'il y en a 5. Puis c'est ça. Fait que j'ai fait comme de là à dire comme hey, ça me prend absolument Strixhaven pour avoir ce spell-là. Quand il y en a 5, là, à la limite, je suis un peu déçu qu'il y en ait juste 5. C'est une école de magie. Pourquoi il y en a. Est-ce que c'est parce qu'on a déjà tout fait dans Tasha puis dans d'autres livres avant? Même Fizben avait des spells reliés au dragon, puis Ravenloft aussi offrait des spells dans cette espèce de thématique de Domains of Dread, là, tu sais. Fait que, je sais pas. Les items magiques, par exemple, sont le fun. Genre la bouteille qui permet d'avoir tout le temps du café non-stop. C'est vraiment le rêve de tout étudiant. C'est vraiment malade. C'est très, très, très thématique. Mais si tu veux, on pourrait sauter justement au chapitre 3, qui est comme School in Session. Oui, puis qui est comme carrément le début de... Oui, le début de toute la mise en contexte. Mais juste dire, OK, juste c'est le dernier point que je parle là-dessus. Là, il y a un spell niveau 1. Puis justement, je sais pas, puisque tu me dis que tu ne les as pas lus, je suis comme content de l'apprendre. Là. Il y a un spell niveau 1 qui s'appelle Silvery Barb. Qui est pour les bards, les sorcerers et les wizards. Puis ce spell-là, c'est comme, ça te permet de comme prendre le sort shield puis le lancer aux poubelles parce que ça demande, ce que c'est que ça demande une réaction. Ce que ça fait, c'est que tu triggers, c'est une réaction où est-ce que quand un ennemi, ou du moins un adversaire, réussit un jet d'attaque, un jet d'habilité ou un jet de sauvegarde, tu lances ton spell, Silvery Barbs, et ça fait en sorte qu'il doit relancer son D20 et prendre le moins bas. C'est comme si tu donnais le désavantage à quelqu'un. Automatique, mais en plus, déjà là, t'es comme, oh shit, ok, c'est cool. Okay. Mais en plus, le sort ne se termine pas là. Après ça, tu choisis une autre créature, genre, ça peut être toi ou ça peut être un allié, et cette créature-là a l'avantage sur sa prochaine action. C'est comme si tu prenais la chance de la personne. Contre la créature que tu as faite? Non, pas nécessairement. Juste en général. En général, sur sa prochaine action, que ce soit une ability checks, un jet d'attaque ou autre. C'est fort, ça. C'est fort pour un niveau 1. C'est ça que je trouve comme quand même vraiment... c'est genre, ploup, puis tu le prends puis tu le donnes à quelqu'un d'autre. Pour un niveau... c'est ça. C'est le genre de choses que j'ai fait. Oh, tabardouche! Mais comme je l'ai dit, c'est pas grave parce que Wizard n'en sont plus là. C'est plus ça, selon moi. C'est plus l'objectif d'avoir... les limitations se font au sein des organisations qui font des choses comme justement Adventure League où est-ce qu'ils limitent ça avec les races qui ne peuvent pas voler, autre chose comme ça. Au final, c'est là que ça joue. Puis après, c'est la décision du DM en privé de dire après tu prends, c'est tu la prends décision pas. du DM en privé. Fait que c'est ça. Je voulais justement le mentionner. Mais comme tu le dis, School is in Session, chapitre 3. Oui. Fait que le début... en fait, le début du chapitre 3 te lance un peu dans cette espèce de campagne qui a été montée de niveau 1 à 10. Okay? Le début du chapitre 3 t'explique certaines mécaniques essentielles pour le DM à saisir puis à expliquer aux joueurs concernant comment ça fonctionne être étudiant à Strixhaven. On parle de... Il y a une track sheet, en fait, qui permet de suivre tes interactions avec les NPC, voir c'est qui tes alliés, qu'est-ce que tu as fait de bon pour lui ou pas, puis tu accumules sur cette track sheet-là des espèces de pointages qui vont te permettre peut-être d'avoir des bonus à débloquer au courant de la campagne avec ces étudiants-là. D'ailleurs, il y a comme une liste de NPC un peu plus tard là, qui te montre tous les étudiants NPC que le DM peut choisir puis te donner comme allié ou comme ennemi ou te voir développer quelque chose avec votre groupe. Ça va vraiment des beaux personnages colorés. Il y a autant genre de... Je pense qu'il y a des hobgoblins autant qu'il y a
Et le tout. Là. Des Goliaths. Ouais, il y a vraiment plein de choses. Mais ça laisse justement laisser sous-entendre cette espèce de concept de multivers-là qui est accessible de tous. Oui, tout à fait. Et ensuite, on parle des jobs. Donc, vous pouvez avoir des jobs. Vous pouvez faire du extracurriculaire, comme par exemple être un aide à la bibliothèque, puis des choses comme ça de l'école. À la biblioplex. Oui, la biblioplex. Comme il l'appelle. Ouais. On parle justement des relations entre les étudiants. Là, il y a toute il y a toute une liste d'étudiants. Je pense qu'il y en a comme une vingtaine facile d'étudiants que vous pouvez piger, qui ont chacun comme leur illustration, une description de c'est quoi leur but, c'est quoi comment ils sont construits, c'est quoi leur intérêt, dans quel campus ils sont. Il y a vraiment comme beaucoup d'infos pour leur NPC. Puis la présentation, je l'ai beaucoup aimée. C'est le genre de présentation que j'aimerais voir dans d'autres modules aussi où on sait qu'on va avoir des NPC vraiment importants. Puis ça fait un endroit vraiment facile à consulter pour le DM pour faire OK, il a l'air de ça. Ça, c'est ses idéaux, ses goals, ses affaires. Puis des phrases clichés, là, les fameuses phrases qu'on dit que le genre de phrases qu'il pourrait répliquer, là, des espèces d'indices pour comme saisir le ton du personnage. J'ai aimé ça, cette présentation-là. Ça, c'est un des points positifs du livre. Ensuite, on commence avec tout ce qui est le début de l'aventure en tant que tel. C'est que ça commence, sans trop de spoilers, c'est que vous êtes des nouveaux étudiants, vous arrivez et vous devez passer une espèce d'initiation qui teste vos aptitudes, non pas seulement en magie, mais plus en débrouillardise, puis à quel point vous êtes curieux, puis que vous poussez vos recherches, puis pour voir aussi comment vous allez vous classer un peu comme dans quel campus. Vous pouvez décider de le faire là ou avant, là, mais c'est une des mécaniques qui est proposée. Oui. Justement, c'est là que ça embarque sur les différentes aventures qui vont tu mentionnais tout à l'heure de niveau 1 à niveau 10, c'est bien ça? Oui, ça dure pendant du chapitre 3 jusqu'au chapitre 6. Et ça a été séparé de fait que chaque chapitre pourrait être utilisé, pourrait être sorti, puis être une espèce de mini-aventure un peu tweakée pour quelqu'un. T'sais, par exemple, vos aventuriers sont en ce moment dans une campagne, puis ils sont niveau 6. Vous pourriez bondir dans le chapitre 5, par exemple, puis commencer genre, hey, vous avez été appelé à Strixhaven parce qu'on a besoin de vous. Puis là, vous arrivez, là, puis il y aurait une manière on vous propose de comment l'amener, puis ça vous explique tout comment runner l'aventure à partir de ce niveau-là. Mais on suggère aussi de le faire en campagne du niveau 1 jusqu'à 10. Oui. Puis pour le mentionner, ce qui est intéressant avec ça, je te dis, je ne l'ai pas tout lu, mais j'en ai eu quand même un bout, c'est que veux pas, je crois que ces aventures-là et le mood qui est apporté dans Strixhaven en général, ça apporte on va dire puis je trouve ça le fun en même temps parce qu'il en faut des fois. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Autant le guide de Ravenloft apportait des grosses nuances sur le bien et le mal. Strixhaven, on s'entend que c'est très dichotomique comme univers, comme ambiance. Et c'est correct aussi, il en faut. Je pense qu'il y en faut, puis je pense qu'il y a son public pour ça, où des gens vont apprécier le fait qu'il y ait une grosse division entre le bien, le mal, et vous jouez le bien, même s'il y a des nuances au travers, mais vous êtes quand même le bien. Et les aventures fonctionnent à du meilleur, où est-ce que c'est pas justement de l'accumulation de points d'expérience parce que vous allez tuer des monstres avec genre des spells puis des gros sortilèges forts. Non, c'est vraiment tout en lien où c'est beaucoup de jeux social, beaucoup d'exploration, beaucoup d'intrigues, beaucoup d'interactions entre les différents NPC, classique école avec genre ces petits drames et ces petites choses. Et lorsque vous atteignez un certain moment dans l'histoire, ils font « Oup! Prochain niveau ». C'est vraiment à la manière de Milestones. Et c'est là où est-ce qu'on veut démontrer, l'aventure veut démontrer que c'est pas une question de juste comme se promener puis lancer des boules de feu sur des créatures, puis monter de niveau, puis aller dans le bois à côté puis tuer 200 sangliers pour se faire 200 points d'XP puis poigner son dernier niveau. Là. C'est vraiment pas ça. Là. C'est vraiment genre atteindre différents échelons à la manière de Milestones comme plusieurs DM le font. Sauf que là, ils ont vraiment mis ça de l'avant. Je pense que c'est la première fois que je le vois où est-ce qu'il n'y a même pas de proposition d'expérience accumulée, là. C'est vraiment purement genre... On le dit que c'est possible au début, très brièvement, mais on suggère fortement de le faire en milestone parce que à cause de ce que tu viens de dire. Puis tu marques un point sur quelque chose.
c'est tellement agréable que tu finis un chapitre puis que c'est écrit en gros « Vos aventuriers passent au prochain niveau ». C'est clair. Dans beaucoup de modules, on cherche... oui, on sait quand est-ce qu'il passe de niveau déjà, là? Ah, c'est quand il va passer ça. Puis là, c'est écrit comme dans un paragraphe, dans le même lettrage que tout. Puis dans ce livre-là, ils l'ont mis en gros là, à la fin. Bravo, genre, vos aventuriers passent au prochain niveau. Voici ce qui arrive entre ce moment-là et la suite de l'aventure. C'est vraiment bien découpé. À la limite, on pourrait penser que c'est dummy-proof, mais moi, je trouve ça intéressant quand je consulte un livre comme ça, puis de leur feuilleter, mettons, mon chapitre que je suis en train de runner, puis faire comme, ah oui, c'est comment elle se passe déjà la fin, puis que le level up, puis ok, ça se trouve facilement, tu sais. Puis souvent, c'est quelque chose que j'ai trouvé cool, c'est que souvent, justement, où est-ce que les joueurs vont monter de niveau, c'est des sections dans l'aventure où il va soit avoir des examens. Oui, c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année. Oui. Souvent, il y a comme des examens, puis après ça, tu montes de niveau, puis t'es comme, OK, cool. C'est les vacances. Oui. C'est les vacances. Non, mais c'est pour vrai, c'est autant comme je le mentionnais, c'est pas nécessairement comme je prends pas le public cible, je crois, précisément, sauf que je trouve que c'est quand même super bien découpé pour ça, puis c'est vraiment intéressant d'avoir intégré toutes les mécaniques de Donjon Dragon dans le contexte d'une session scolaire, d'une année scolaire. Là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Oui. Puis, dans le fond, ça se termine avec un bestiaire qui est quand même plus garni quand même que d'autres bestiaires qu'on a eu dans d'autres modules récemment. Hein? Ouais. Et les créatures sont assez intéressantes. Les ennemis il y a beaucoup de remix. Il y a beaucoup de, comme tu dis, il y a beaucoup d'images qui sortent de Magic the Gathering. Là, on a décidé de créer des stat blocks pour ces créatures-là. Là. Moi, c'est toutes des choses un peu nouvelles. Fait que toi, il y a probablement des choses que tu as déjà vues. Mais il y a autant, ça passe de créatures à l'aspect plus robotique, si on veut, comme des espèces d'automaton Warforge qui sont des employés de Strixhaven, là, qui sont comme des trucs qui rangent les livres des bibliothèques, là, pour vous donner une espèce de feeling de ce que c'est. Autant il y a des espèces de titans vraiment fous, glauques. On décrit aussi que des espèces de NPC, mais par campus. Par exemple, le Apprentice d'un campus, le Advance d'un campus. Là, fait que ça, c'est fun. Je trouve ça cool parce que justement, ça s'éloigne les classiques NPC qu'on trouve à la fin comme du livre de joueur ou je pense du bestiaire, où est-ce que c'est comme un apprenti magicien. Ils sont tous pareils. Sauf que là, au moins, c'est comme associé aux différents campus. Puis c'est pour ça que c'est t'as cool, l'élève, t'as le professeur, t'as le dean, là, l'espèce de chef du campus là, en tant que tel. Et t'as aussi des belles créatures à affronter. Là. Il y a vraiment des grosses choses là, aussi. Oui, pour vrai, ça monte. Maintenant, j'étais tombé sur un genre challenge passé 20. Là, puis j'étais comme genre, oh tabarnouche! OK! Pas sûr qu'ils vont le voir, mais il est là. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. C'est bien. Je ne suis pas comme renversé. Je tombe pas à terre en faisant comme oh mon Dieu, ce bestiaire-là va révolutionner mon genre, mais puis comment je vais d'aimer. C'est vraiment pas ça. Sauf que c'est très dans la thématique du livre, sans pour autant se limiter, je crois, dans le fond, à spécifiquement Strixhaven. Il y a des monstres que tu fais comme ça, je le prends puis je le mets ailleurs, puis c'est bien correct. Ça a des stats. Oui. Puis ça se termine avec une carte, comme d'habitude. Mais la carte est vraiment très belle. Oui. C'est vraiment beau. J'aime l'idée de comment elle est illustrée aussi. Ça va pas comme dans le détail, comme une map de ville. C'est vraiment plus... c'est plus impressionniste, si on veut, comme map. Ça donne beaucoup de place à l'imagination du DM puis à la... dans le livre, il y a des maps pour certains donjons ou des locaux. Même le café là, que je parlais tantôt, il y a une map pour le café. Là. Fait que, pour les sections, dans Strixhaven, c'est bien détaillé à travers le livre, mais la map en tant que telle qui représente tout ça, le Strixhaven, c'est vraiment beau. C'est vraiment une belle... Puis même chaque campus a comme sa map comme en forme de rond. Là. Puis c'est vraiment... je trouve que ils se sont bien donnés. Là. J'aime beaucoup l'élan artistique là-dedans. Là. Il y a vraiment des belles œuvres, des beaux dessins.
c'est très thématique dans son ambiance. Même s'il y a certains dessins que je suis comme genre, ah ouais, cette carte-là, Magic est forte. Mais ouais, ça ressemble pas mal à ça. Fait que, hey, Francis, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, en gros, j'ai vraiment hâte de peut-être prendre plus de temps de le lire. Puis, parce que, tu vois, moi, mon public cible, en ce moment, je DM Curse of Strahd avec mon groupe d'amis. Et quand je parlais que j'étais en train de lire ça, puis je disais, oh, c'est comme telle chose dans le monde de Donjons Dragons, tu sais. Puis tout de suite, ils ont ouvert les yeux, en fait, ah ouais, ben c'est quoi? Puis là, je leur disais quelques affaires, puis ils étaient vraiment intéressés. Puis je pense que c'est un livre. Tu sais, je pense pas que c'est l'essentiel pour tous les DM d'avoir ce livre-là. Par contre, si vous êtes un fan de ce genre d'univers-là, que vous avez des joueurs qui voudraient se rattracher, puis je pense que c'est une belle immersion dans un monde pour quelqu'un qui n'a jamais joué à Donjons Dragons, mais que tu peux l'amener à disant, viens essayer mon collège de magie fantastique. Tu as sûrement déjà quelques référents, tu sais, dans la pop culture que tu peux utiliser pour comme de mieux t'incorporer dans une histoire puis dans ce jeu de rôle-là. Tu sais. Je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un livre je pense que c'est un livre qui se veut comme une offre pour aider des DM à avoir un univers qui avait demandé beaucoup, je crois. Ouais. Parce qu'on s'entend, il y en a eu des tentatives de jeux de rôle dans cette espèce de truc-là de manière fan ou plus avancée, là, sans toutefois être le nom HP là, dessus. Là. On dirait que t'as peur de le dire, comme le nom va le non, mais c'est ça, c'est le nom qu'il faut pas dire. C'est le nom qu'il faut pas dire, oui. Mais c'est ça. C'est un bon livre. Sauf que, comme on s'est dit juste avant, on s'est pas parlé beaucoup avant, mais mon sentiment, c'est que ce livre-là voulait être plusieurs choses en même temps. Il fallait qu'il parle d'un nouveau camping setting. Puis en plus, il voulait mettre une campagne. Puis là, il voulait mettre comme des options de personnages. Puis fait on dirait qu'il y a beaucoup de... Tu sais, j'aurais pris 2 livres. J'aurais pris une campagne, puis j'aurais pris un camping setting. J'aurais pas tout mis dans le même livre. Parce que j'ai l'impression qu'on coupe, puis on va à l'essentiel de ce qu'il faut pour runner la campagne, là, alors que l'univers pourrait être tellement plus riche. Puis qu'est-ce qui se passe après le niveau 10, après ça? J'ai de la misère à voir qu'est-ce qu'on fait après. Mm-hmm. Est-ce qu'on amène nos aventuriers dans le plan matériel, puis tout d'un coup, ils sont supposés être des super étudiants en magie. Ou ils deviennent des profs. Ouais. Moi, je les fais devenir profs, man. Ouais. Ou, je sais pas. Une classe d'élite. D'ailleurs, les personnages sont pas obligés d'être tous dans le même campus. Hein. On suggère justement d'avoir des membres aventuriers qui viennent de différents campus. Comme ça, quand vous visitez chacun, tout le monde va comme à la place de l'autre. Là. Fait que c'est... Ouais. Mais non, je suis d'accord avec toi que le livre a voulu être, on va dire, plusieurs choses en même temps. Et sans nécessairement dire que ça l'a été comme... Oh mon Dieu, l'élément qui a détruit l'ouvrage. Je crois que ça a peut-être limité certaines choses. J'aurais pris peut-être un petit peu moins d'aventure pour comme un peu plus de personnalisation, on va dire, du collège en soi, puis des possibilités de genre, hey, si vous voulez faire ça à la place, et des choses comme ça. Mais je crois que tout de même, comme je l'ai mentionné, au début, j'étais comme super hype. Quand je l'ai reçu, j'étais super content. Quand j'ai commencé à lire, j'étais comme ouf. Puis à la fin, j'étais comme OK. Ben oui, au final, je trouve que ça va. Ça va. Je pense que ce n'est pas pour tous les DM, dans le sens que c'est pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'aimé, je pense que ça va être rough. Je pense que ça va être difficile parce que justement, c'est énormément d'interactions sociales. Et c'est énormément de cadres à respecter, dans le sens qu'il y a le cadre du jeu, de la campagne, du setting. Tu ne peux pas commencer justement à lancer des boules de feu d'en face des autres étudiants ou des choses comme ça. Dans un contexte où est-ce que je pense qu'avec un bon DM, un DM qui comprend le feel, comprend le mood, l'ambiance qui est offerte dans ce type de jeu-là et qui est à l'aise justement avec l'interaction de nombreux personnages non joueurs, des interactions entre les joueurs et d'être proactif à faire ces interactions-là. Parce que tu peux pas juste attendre à ce que les joueurs, dans le fond, soient, on va dire, des enquêteurs qui vont essayer de résoudre on va dire, de suivre les pistes pour résoudre le problème. C'est qu'il va se passer des choses en lien avec les NPC qui vont arriver et qui vont interagir avec les joueurs pour que ceux-ci se lancent dans l'aventure. Et je pense qu'il faut que ça soit comme
faut que ça soit fluide, puis il faut que le DM soit justement à l'aise de faire interagir ces personnages-là avec les personnages joueurs pour que le mood soit bien respecté. Fait que je pense qu'à un certain point, ça peut être peut-être, je dirais, c'est ça, je dirais un peu plus compliqué, pas nécessairement compliqué, mais un peu plus, beaucoup de préparation. Je dirais ça, beaucoup de préparation pour un DM qui n'est pas à l'aise avec ce type de partie-là, mais avec le bon DM, puis la bonne équipe. Ça peut être fantastique. Ouais, ça peut être vraiment fantastique. Je pense que oui, pour le vrai, oui, ça peut vraiment être super hot. Je sais que moi, justement, je ne serais pas le bon DM pour ça. Parce que peut-être que je l'aimerais jouer. Je pense que j'aimerais ça le jouer parce que je serais. Justement, c'est que dès que tu es capable de te mettre en tête, on va dire, l'esprit qui veut transposer ce livre-là, ben tu le sais c'est quoi. Tu le sais, le petit étudiant cocky là, qui a comme son costume trop grand puis qui n'arrête pas de faire des blagues. Là, c'est comme facile à faire un côté caractériel, si on veut, à ce que le livre offre en termes d'aventure et de mise en place. Mais c'est ça. DM, je sais que je voudrais comme partir sur d'autres tangentes parce que justement, comme je le mentionnais tantôt, c'est très dichotomique, c'est très bien, mal, le quotidien étudiant, le quotidien des classes et tout ça. Je pense que des gens vont adorer, comme d'autres gens vont trouver ça absolument. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont tout simplement ne pas être intéressés par ça. Et je pense que c'était ma plus grande crainte quand je l'ai lu. C'était que je me disais, ah mon Dieu, comment que. Tu sais, je veux dire, je connais pas l'histoire de Strixhaven tant que ça. Je connais pas Magic of the Gathering, l'histoire derrière. Je m'en fous un peu. C'est pas vraiment ça que je veux. Puis au début, j'avais peur que j'aurais de la difficulté à prendre ça, puis comme de le transposer ailleurs, puis de juste changer les noms et tout ça. Mais ça se fait bien. Ça se fait mieux que je pensais. Ça se fait mieux que je pensais. Mécaniquement parlant, c'est facile de, on va dire, prendre tout le concept de les années, les études, les relations avec les étudiants, on va dire justement la fiche des NPC que tu vas avoir, tes cours que tu as, tes examens finaux et tout ça. C'est facile de prendre ça puis le mettre dans un tout autre contexte que, on va dire, Strixhaven. Là, ça pourrait s'appeler genre, justement, l'université du multivers, et ça serait juste ça, puis ça fitterait quand même, puis on changerait notre campus. Ça pourrait être un campus autour de Candle Keep, par exemple, puis tu utilises des mécaniques qu'il y a là-dedans pour une espèce d'école à côté de la bibliothèque de Candle Keep. Si tu veux que ça soit dans Faerun, absolument. Oui. Aussi, mais tout ça, là, tout ce qu'on vient de dire, plus on en parle, plus ce que je me rends compte, c'est que c'est vraiment une campagne de roleplay. En premier lieu. C'est vraiment, si vous tripez sur faire du roleplay, des interactions, des dialogues, vous ostinez entre joueurs, créer des situations comiques, créer des liens d'amitié, des émotions fortes entre... Il y a tout ça, il y a tout ce côté étudiant, découverte de soi-même, découverte des autres, découverte de ses capacités, de qu'est-ce qu'on veut faire, de... Tout ça, je trouve ça vraiment intéressant comme thématique, par contre, là, qu'on n'a pas vu dans D&D vraiment. Là. Oui, à part quand un joueur décide que c'est sa mission, là, que c'est comme une espèce de... C'est son rôle. C'est son rôle de trouver comme qui il est là, à travers une campagne. Cela, c'est vraiment on tourne autour de beaucoup de ça. Fait que si jamais vous aimez vraiment le jeu de rôle et des interactions, autant comme DM que joueur, c'est le genre de choses que vous allez aimer jouer, je pense. Une campagne de 1 à 10, quand même, ça se fait relativement bien. C'est pas les plus longues campagnes d'habitude, puis peut-être qu'il y a moyen de faire ça en moins de sessions, justement, si vous coupez des bouts ou vous coupez des aventures. Il y a moyen d'avoir du fun là-bas. Oui, là, oui, puis définitivement, justement, je pense que ça se fait bien parce que l'accumulation, on va dire, de l'expérience, puis la complémentarité, on va dire, de l'aventure ne se fait pas par, justement, des points d'XP que tu accumules. On s'entend que niveau 6, là, ça reprend un paquet de points d'expérience, monter niveau 7. Là, c'est pas ça, c'est ton année. Fait que tu vis ce que tu vis, les aventures que tu vis, le DM peut couper dans le beurre à certains endroits pour essayer on va dire, de raccourcir certaines sections s'il veut. Puis, je veux dire, au final, à la fin, tu arrives, puis c'est la fin de l'année, puis tu montes de niveau, puis OK, l'année prochaine commence. Et l'aventure continue. Et il y a des règles d'un sport dedans. Je oublié, c'est quoi le nom du sport? Il y a comme un sport c'est un peu comme genre, c'est pas le Quidditch, mais c'est le Quidditch. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et là, on pourrait revenir dans le livre, mais je pense que on va vous laisser le découvrir par vous-même. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Wizards of the Coast pour nous avoir permis de lire Strixhaven en bonus. Les opinions qu'on a données, c'est les nôtres. Hein? On n'est pas payé pour dire
ça. On a juste la passion du jeu de rôle en nous et on est juste chanceux de pouvoir avoir pu lire ça et de vous livrer cette chronique-là alors que la sortie est maintenant pour vous. En ce moment. Le livre est disponible sur D&D Beyond, est disponible à l'achat dans toutes les librairies qui vendent des jeux de rôle. On vous encourage à acheter local, faites affaire avec des amis comme nous chez Imaginaire ou dans d'autres boutiques un peu partout, que ce soit au Québec ou chez vous en France, en Belgique, en Suisse. On sait que vous êtes quelques-uns à nous écouter là-bas, donc salut. Dans le fond, c'est ça. Merci beaucoup, Pépé. Encore une fois, toujours un plaisir de parler de Donjon Dragon avec toi. Écoute, ça me fait plaisir aussi. Et si tu me permets, j'aurai un mot de la fin pour conclure le tout. Donc, j'aimerais ça terminer sur... Puis là, j'aimerais ça, Francis, que on va dire que tu arrêtes la vidéo quand je vais comme genre commencer la tune, comme s'il y avait un fade-out, genre... J'ai pas les droits. Puis là, ça coupe. J'ai pas les droits, je pourrais pas faire ça, Pépé. Bye tout le monde! Je fais mon possible.